Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette ouverture de l'Université populaire du cinéma, de la littérature, de la musique, de la peinture, de la bande dessinée, etc. etc. C'est la 13e saison à Pessac que ça se déroule et c'est la 2e saison que nous sommes en direct avec de nombreux autres cinémas. Alors, je suis vraiment ravi ce soir d'abord de vous retrouver aussi nombreux, bien sûr, mais ensuite d'accueillir deux jeunes cinéastes que je vais appeler à me rejoindre. Tout d'abord, la réalisatrice Marie Perennes et Simon Depardon. Voilà, alors, on a eu cette chance de découvrir le film au Festival de Cannes. On a été évidemment ravis, conquis, on a eu envie de le programmer. Ça a été accepté par le distributeur, que je salue au passage, la société Wine Bunch. Et donc, vous avez la chance ce soir d'assister à la première séance publique hors festival. Voilà, du film. Oui, non, merci d'être si nombreux ce soir. On est très très heureux de le présenter ici. Et merci François pour l'invitation. Voilà, c'est notre premier film à tous les deux, Marie et moi. On est très heureux de vous le montrer. C'est un film engagé, c'est un film militant, c'est un film qui fait aussi la belle place au cinéma documentaire. Et il n'y a pas de cinéma documentaire sans débat et sans échange. Donc on est très heureux de pouvoir en discuter après avec vous. Marie, si tu veux lancer la séance. Oui, merci beaucoup d'être effectivement si nombreuses et si nombreux ce soir. On est assez... ce film, c'est quand même un travail collectif qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'engagement de la part de notre productrice Claudine Nougaret, évidemment nous deux, et puis toutes les protagonistes, tous et toutes les protagonistes du film, qui nous ont montré pendant toute cette année une détermination, une force, un courage qui est exemplaire, qu'on a essayé de retransmettre dans ce film. Et on a hâte d'en parler avec vous. Et je suis très émue de cette première séance publique. Donc merci beaucoup. Et bonne projection. Voilà, donc comme à l'accoutumée, on va pouvoir échanger. Je vais lancer la rencontre par quelques questions. Et puis assez rapidement, bien sûr, on passera le micro dans les salles, à la fois à Pessac et puis dans les autres salles à partir des SMS que vous pourrez nous envoyer. Alors peut-être pour lancer le débat tout simplement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la naissance du projet, une idée originale quand même. Je crois qu'à ma connaissance, c'est la première fois. On ne nous l'a jamais posée. Voilà, exactement. Non, je parle de votre idée à vous, pas de ma question, votre idée à vous. Merci. Le film est né de discussions qu'on avait conjointes avec Simon. Je pense qu'on appartient tous les deux à une génération qui se pose beaucoup de questions sur le féminisme, qui a souvent essayé de faire changer les choses sans trop y arriver ou sans mettre les bons mots sur les bonnes idées, les bonnes thématiques. Et ça s'est vraiment passé comme ce qu'on décrit dans le film au départ, c'est-à-dire qu'on a vu un collège en bas de chez nous on habite à Paris. Et il disait « Femmes agressées, violées, battues, vous n'êtes pas seules, on vous croit ». Et à partir de là, on s'est dit que c'était la chose la plus révolutionnaire qu'on avait vue dans la ville, dans l'espace urbain depuis très longtemps, cette parole-là qui disait les choses que personne n'avait envie d'entendre, qui s'agressait directement aussi aux victimes pour les soutenir. Et donc je les ai contactés, on les a rencontrés. Enfin, d'abord, j'ai collé sans même cette idée de film, et puis petit à petit, justement, en les entendant parler, on s'est dit mais en fait il faut garder une trace de ce mouvement qui est trop important, faut leur donner la parole, et donc on a voulu faire ce film. Ouais, merci en tout cas d'être là ce soir. Ce film, on l'a pensé comme un film documentaire où on laisserait les gens s'exprimer sans qu'il y ait d'interview, pour que chacun d'entre nous puisse justement se faire sa propre idée. Il y a une grande curiosité de notre part, et on a essayé de la retranscrire dans la façon de filmer, de s'approcher petit à petit de ces personnes qu'on ne voit jamais. Et donc c'était très important de à la fois montrer plusieurs villes, et puis d'arriver à laisser un cinéma direct, une façon de filmer où justement chacun se fait son propre avis sur ce qui est dit, sans qu'une parole soit dirigée directement vers le spectateur. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire, et ça a pris beaucoup de temps, surtout beaucoup de repérage en réalité.
Alors, vous dites en introduction du film qu'il y a 200 villes dans lesquelles il y a 200 groupes, donc vous en avez choisi 10. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait? Et puis, justement, quels sont les partis pris? Enfin, vous avez ébauché là, à l'instant, mais j'imagine que c'est pas forcément évident d'arriver dans un groupe de militantes qui, justement, sont plutôt anonymes dans les faits, hein, sont assez discrètes, en fait. Et là, tout d'un coup, elles vont se retrouver au Festival de Cannes. Elles ne le savaient pas forcément dès le départ, mais en tout cas, sur le grand écran pour le cinéma, c'est un peu à l'envers de ce qu'elles font d'habitude. Donc, comment vous amenez ça dans la rencontre? Enfin, comment vous choisissez les groupes et ensuite, comment vous amenez ça dans le travail, en fait, dans le travail que vous faites avec elles? C'est un très long repérage où en fait on a fait beaucoup de rencontres. Effectivement, l'anonymat était une question pour beaucoup, donc on essayait d'expliquer que justement nous, dans la démarche qu'on faisait, il y allait vraiment avoir, voilà, les gens allaient être à découvert d'une certaine façon. Donc c'était voilà, une confiance qu'il fallait tisser tout au long des repérages, beaucoup d'appels. On imaginait un peu avec elles les séquences dans lesquelles ça pouvait se dérouler. On partait souvent des habitudes du groupe. Par exemple, au Havre, elles collent à vélo. À Marseille, elles sont souvent en terrasse pour discuter. À Brest, elles prennent toujours ce téléphérique. Et donc, à partir de là, on imaginait la meilleure façon de mettre en avant leurs paroles et faire en sorte que ça devienne aussi cinématographique. Mais il fallait beaucoup de confiance pour qu'elles rencontrent l'équipe et qu'elles puissent être certaines qu'on n'allait pas déformer leurs propos. Elles en avaient assez peur parce que souvent, je crois, dans les médias, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, elles étaient demandeuses de cette relation de confiance que Marie a très bien tissée dès le début du repérage. C'est vrai. Pour nous, c'était assez évident. Je crois qu'on voulait faire ce film documentaire aussi comme une forme de tribune, parce que nous, on était complètement convaincus par leur action. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment travailler ensemble. C'est un travail collectif, je dirais. Ce film, il y a nous, il y a toute notre équipe technique. Et puis, il y a voilà, ces repérages qui ont été très longs. Le fait de connaître leur habitude, le fait d'essayer de comprendre les enjeux de chaque territoire, de chaque ville, en fonction de ce qu'on nous racontait. Et puis, de tisser ce lien réciproque, je crois. On leur proposait de poser toutes les questions qu'elles souhaitaient quand on les repérait, enfin quand on repérait les villes, etc. Et ça a créé tout ça. Et après, il faut aussi beaucoup de temps. On a passé énormément de temps à tourner, à attendre que des fois, elles se sentent à l'aise pour dire quelque chose ou pas. Et du coup, peut-être que ça venait le lendemain. En tout cas, je pense que par rapport à un travail journalistique, nous, ce qu'on a fait et qui a tout changé par rapport à cette question de l'anonymat, c'est qu'on a pris le temps d'être avec ces collectifs, d'être avec ces groupes. Par exemple, là, vous êtes dans 10 villes, donc dans chaque ville, vous passez combien de temps? Pour avoir une idée simplement de votre travail. On y allait à peu près 1 ou 2 fois avant, et puis ensuite... En repérage, pour prendre contact, ouais. Des longs cafés, quand les terrasses avaient réouvert pour pouvoir s'exprimer. Et puis, on avait pris quelque chose de Sébastien Lipschitz, d'ailleurs, qui, quand il faisait adolescente, avait dit qu'il ne fallait pas trop rester longtemps. On avait aussi vu ça sur d'autres films. Il ne faut pas non plus rester 10 jours. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un effet de lassitude, peut-être Ouais. Non, en fait, le truc, c'est qu'il faut revenir. C'est-à-dire, il faut rester 3 jours par-ci, 3 jours par-là. Il faut arriver. Le premier jour, c'est un peu difficile. La caméra, c'est quand même un énorme engin. C'est difficile à accepter de se faire filmer par une caméra qui est placée ici. C'est vraiment pas simple. On était beaucoup plus proches que les 2 caméras qui sont là, par exemple. Ouais. Et donc le premier jour, c'est un peu compliqué. Le deuxième, ça va beaucoup mieux. Et puis le troisième, ça devient fatigant. Donc en fait, il faut le faire de façon répétée, assidue. Donc il faut y aller, y retourner. Et je crois que c'était plutôt ça qu'on a essayé de réaliser. Oui, mais ça a dû être évidemment passionnant. Alors, vous aviez dès le départ limité à 10 ou vous avez tourné plus de 10 et puis vous avez éliminé après Oui, on a tourné dans 12 villes et finalement 12 villes, d'accord. Il y a Nîmes et Aubervilliers qui n'ont pas pu être dans le montage pour des raisons aussi de montage où en fait il fallait qu'on arrive à raconter une chose. Je pense que le film s'organise de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il va sur l'espace public, en fait, la façon dont les collages, c'est important pour reprendre possession de l'espace public, et puis il va tout doucement vers les féminicides, qui est la cause originelle vraiment de ce mouvement. Et donc il y avait énormément de choses dont on aurait pu parler, d'écologie, de racisme, de port du voile, voilà, qui étaient des grands débats, et il a fallu qu'on fasse un choix, et donc c'est pour ça qu'il n'y a que ces 10 villes. Alors, vous parliez de la caméra, je pense que c'est important. Effectivement,
quand vous les filmez en train de parler dans les intérieurs, mais aussi vous les filmez en train de coller. Et là, j'imagine, avec certaines scènes de nuit, notamment à la fin, ou avec la police qui passe, etc., comment ça se passe? Parce que, je veux dire, c'est 3 ou 4 jeunes femmes qui collent, mais vous êtes 3 ou 4 derrière. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça... J'imagine. Donc, est-ce que tout ce dispositif ne change pas un peu ce que vous filmez, quoi? C'est très difficile de filmer des murs la nuit. Oui. Non, mais c'est vraiment la question du documentaire. Hein, ouais. Comment ne pas intervenir sur le réel? Bien sûr. Ou le moins possible. Donc nous, on était 4 à l'équipe technique pendant qu'on tournait. Donc il y avait nous 2, une personne qui était une assistante caméra, qui avait une deuxième caméra, et notre ingénieur du son. Donc tout ça, c'est un dispositif extrêmement petit pour du cinéma. Très très qualitatif évidemment, mais restreint, justement pour ne pas être trop intrusif dans le réel et pour laisser l'action se dérouler sans prendre trop de place, que ce soit dans les conversations ou pendant ces moments d'action, de collage. La problématique, après, c'est quelque chose dont on discute souvent, de est-ce que l'action se serait passée de telle façon si la caméra n'avait pas été là. C'est une thématique qui est extrêmement... qui ouvre plein de portes différentes. Et nous, pour le sujet qu'on a traité, et on part vraiment du principe que ce qui se passe devant la caméra est plus important que le dispositif lui-même. Et donc l'action se déroule, en fait. Qu'on soit là ou pas là, l'action va se dérouler. Et je trouve qu'à Gignac, donc la dernière ville que vous avez vue, c'est très flagrant, puisque ce mec avait un besoin irrépressible de venir les insulter dans la rue, et qu'on soit là ou pas, c'est-à-dire qu'en face de lui, il avait quand même 3 personnes plus nous 4 à l'équipe, et il en avait absolument rien à faire. Et à la fin, donc les 3 collereuses s'en vont par cette petite route. Elles entendent un bruit derrière elles, et en fait, il faut imaginer que vous les avez vues se retourner parce que elles ont peur que quelqu'un arrive dans leur dos. Mais en fait, quand elles se retournent, c'est nous qui sommes derrière. Donc preuve qu'elles avaient complètement oublié cette idée de caméra et de tournage, je crois. Alors, peut-être alors il y a un remerciement à la fin du générique à Raymond Depardon, donc votre père, et puis vous avez été produite par Claudine Nogaret, que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail, sachant qu'on a eu le plaisir d'accueillir, les accueillir tous les deux plusieurs reprises à Pessac. Voilà. On les salue au passage ce soir. Oui, on les salue, et c'est un immense honneur de pouvoir être produit par la société de production. Je crois que Raymond et Claudine ont toujours fait des films politiques, engagés en tout cas, et vraiment d'utilité publique. Et on s'est dit qu'on avait envie de relever le défi sur cette jeunesse elles ont entre 18 et 25 ans, grosso modo. Nous, on en a un peu plus de 30, et donc on pensait qu'on était bien placé pour faire le pont entre ces 2 générations, pour qu'elles se parlent. On est né dans le début des années 90. On a cette volonté de faire le pont. Et puis, on a été formés à très bonne école. Je crois qu'il y a une question de la bonne distance qu'ils ont réussi à mettre en place tout au long de leur carrière. Et on en discutait énormément avec Raymond, avec Claudine, notamment pour ces séquences de nuit qui sont très difficiles à faire parce que, en fait, ça va très vite. Elle court partout presque. Et moi, il fallait que je suive. Les caméras étaient lourdes. Et donc, on se demandait comment on allait trouver la bonne façon, la bonne approche pour filmer ça. Et très vite, en discutant avec Agathe Savornin aussi, qui était mon assistante caméra, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on soit à l'épaule trop. Il ne fallait pas qu'on rajoute une forme d'urgence à l'émotion. Et en comprenant le côté politique, en fait, de la réappropriation de la rue, on a compris qu'il fallait que nous aussi, on installe le trépied, qu'on les filme dans la rue, qu'on puisse filmer les villes. Et cette réappropriation de l'espace, elle était pour elle comme pour nous. Et donc techniquement, on a beaucoup réfléchi avec Raymond, avec Claudine, avec toute l'équipe, de se dire on va installer un trépied, on va favoriser le grand angle, et on va montrer les villes. Et comme ça, on peut faire une petite photographie finalement de la France et de ses différentes villes. Oui, là, on retrouve effectivement aussi des préoccupations de Raymond Depardon, enfin dans certains de ses films où il voyage dans la France. C'est un film où ce qui frappe quand on le voit ou qu'on le revoit, c'est la dimension générationnelle. Comme vous l'avez dit, elles ont toutes entre 18 et 25 ans, etc. Mais vous êtes aussi très jeune. Mais vous avez été produit par une dame une productrice d'une autre génération. Est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement ou un écho entre le militantisme des années 70 ou 80 et celui d'aujourd'hui ?
à travers cette collaboration, hein, est-ce que vous en avez parlé? Je ne sais pas, enfin... Oui, déjà, Claudine Nougaret, qui donc a produit ce film et qui est une femme extrêmement engagée depuis la fin des années 70 sur les questions de féminisme. C'est une militante de la première heure, donc évidemment, c'était au cœur de toutes nos discussions. Et je pense qu'à plein d'endroits, on a effectivement créé des ponts entre nous, essayé d'analyser, de comprendre ce qui avait changé, ce qui n'avait pas changé. Et c'était passionnant d'en discuter avec Claudine parce que voilà, il y avait des moments où aujourd'hui on met des mots sur des choses qu'avant on ne nommait pas. Par exemple, la sororité, le fait de soutenir, de militer ensemble. Et je crois que oui, c'était essentiel déjà que la personne qui ait produit ce film soit militante et engagée. Je pense que c'était déterminant pour le film parce que le film n'aurait pas pu voir le jour sans cela, c'est évident. Et après, au sein même du film, bien sûr, Claudine a été là à énormément de moments de montage, voilà, pour nous. C'est un film qui est intellectuellement est foisonnant parce que même aussi entre nous, en couple, en fait, avec Marie, on parlait beaucoup de féminisme, en famille. Enfin, il y avait quelque chose où chacun avait quelque chose à dire, chacun a son féminisme personnel, et à la fois, à leur contact, on apprenait énormément, parce que le féminisme, il est en perpétuelle construction. On le voit dans le film, elles ne sont pas tout le temps d'accord sur la question notamment de la violence. On ne sait pas très bien comment répondre. Voilà, c'est toute l'idée de la riposte féministe. Qu'est-ce qu'on fait face à ces violences qui sont intolérables? Et est-ce que, justement, on a la légitimité de faire une forme de violence urbaine qui est le collage, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose, on détruit le mobilier urbain, comme elles disent, mais qu'est-ce qu'on fait de ces notions-là? Comment on évolue? Et nous, on n'a pas les réponses à toutes ces questions, mais en tout cas, on a énormément appris à leur contact et avec la production. Alors, donc, vous avez commencé le film, enfin, eu l'idée du film il y a 2 ans à peu près, c'est ça? Oui, à peu près. Donc, il y a eu le Covid, hein, on voit quand même... les masques, etc. Et puis, en fait, l'actualité par rapport au féminisme avec un S au pluriel, l'actualité par rapport au féminicide, avec des gens accusés, beaucoup de présence de ce sujet dans les médias. Comment vous avez vécu tout ça pendant 2 ans? Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours de coller à l'actualité, en fait? C'est le cas de le dire. Eh ben, malheureusement, en fait, le nombre de féminicides ne change pas. Donc, du coup, il a même augmenté... de 20% entre 2020 et 2021. Donc oui, malheureusement, on collait tout le temps à l'actualité. Et puis, on le voit dans le film, il y a plein de moments où ça surgit, où il s'est passé quelque chose et où on y va. C'est le cas à Amiens, cette séquence où c'est la maman Isabelle, la maman de Manon, qui prend la parole lors d'une marche blanche pour Claire et Manon, donc deux jeunes femmes assassinées qui venaient d'Amiens. Et effectivement, trop souvent, malheureusement, la réalité et l'actualité rattrapaient le film. Et après, je pense que plus ça allait et plus ça faisait aussi monter une forme de colère, d'injustice chez tout le monde, hein, chez nous, chez les personnes qu'on filmait, qui justifie encore plus la nécessité et l'importance de ce qu'on était en train de filmer d'une certaine façon et de le porter au cinéma. Donc, voilà. Alors là, quand on voit le film, on a l'impression que chaque groupe travaille de manière autonome. C'est le cas, vous confirmez, ou il y a quand même des liens entre tous les groupes? Oui, nous, de ce qu'on en a vu, en tout cas, effectivement, c'est une nouvelle forme de militantisme. C'est-à-dire, je crois qu'on y rentre, on y sort quand on veut, en fonction de ses disponibilités, de sa santé, son envie. Ça, c'était très important. Et il n'y a pas de leader, si vous voulez. Donc, c'est très important pour nous. On a fait un film un peu collégial. Voilà, on voulait absolument montrer plusieurs villes et ne pas incarner par une héroïne. Et c'est très bien, du coup, parce qu'on a cette sensation, en fait, qu'il y a un mouvement français d'une jeunesse qui a envie de changer les choses. Et c'est comme ça qu'elle s'organise. Et c'est assez beau, parce que je trouve que ça va bien avec l'envie plus démocratique d'aujourd'hui de faire les choses dans l'action directe, sans s'encarter, mais quand même changer. Parce que c'est ça, en fait, hein, qu'on voulait montrer, c'est que la jeunesse, elle n'est pas du tout apathique. Au contraire, alors on ne sait pas trop pour les garçons, parce qu'on ne les a pas trop filmés, peut-être qu'eux aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, les jeunes filles, là, on les voit bien, elles ont envie d'en découdre, elles ont envie de participer à la société. Peut-être que ce n'est pas en votant, mais en tout cas, dans la rue, elles affichent des messages extrêmement politiques. Et je trouve qu'elles m'ont bluffé. Au montage, on n'avait presque pas beaucoup de travail, tellement elles ont un discours politique, mais
vraiment construit. Très construit à leur âge, c'est incroyable. Moi, j'étais pas aussi capable d'avoir une pensée politique aussi lointaine et importante dans l'analyse de la société. Et donc, on était bluffés et on était agréablement surpris du résultat. En termes de classe sociale, est-ce qu'on a finalement, vous avez des personnages ou des protagonistes, on va dire, qui sont des étudiantes ou qui viennent d'autres milieux? C'est une question... c'est très difficile d'établir un profil type parce que déjà on n'a pas fait un travail de sociologue mais bien sûr, de mais cinéaste. Pour avoir et puis oui, il y a beaucoup de personnes qui sont... qui étudient encore dans ces collectifs, ça c'est sûr, et qui du coup c'est ça qui est beau aussi dans ce mouvement, je trouve, c'est le moment, voilà, tu as envie d'agir, tu donnes de ton temps à un certain moment, peut-être que quand c'était partiel tu as moins le temps, donc du coup tu es moins là, mais tu reviens 2 mois après et c'est pas très grave, et je trouve que ça c'est assez beau comme aussi ouverture et forme de participation à la démocratie, au message citoyen, et voilà, je ne sais plus quelle était ta question. C'était ça la question, c'est un peu les origines, parce que c'est vrai que les préoccupations ou les situations personnelles peuvent être différentes, même si on sait que malheureusement ça concerne quasiment tout le monde. On ne savait pas très bien pourquoi les gens s'engageaient. D'ailleurs, en fait, on ne posait pas trop ces questions parce qu'elles n'aimaient pas trop ça. Dire vous êtes combien, enfin, on ne pouvait pas faire ce travail journalistique parce que mais en fait, il y a une forme de... C'était pas vraiment ce qu'il fallait, pas comme ça qu'il fallait aborder les choses, et donc elles le disent face à la caméra quand elles disent pourquoi elles sont là finalement. Au bout d'un moment, on s'est posé la question, il y a peut-être, est-ce que les gens ont vécu des choses, et en fait c'est devant les caméras qu'elles l'exprimaient. Oui, nous, ce qui nous intéressait, c'était chacun et chacune de nos protagonistes individuellement, pas l'idée de faire une histoire du militantisme féministe aujourd'hui, ce qui serait absolument impossible, ou même une histoire d'écolage. C'était vraiment s'intéresser à chacune de ces personnes et se demander pourquoi, quelle était sa forme d'engagement plutôt, et laisser une trace de tout ça surtout. Une dernière question avant de passer le micro à la salle et puis aux autres salles. Il y a une scène importante évidemment dans le film qui est celle de la manifestation du 8 mars à Paris. J'imagine qu'en termes de préparation et de filmage c'est un peu différent. On voit que on sait pas à un moment donné on ne sait pas trop où ça va quoi. Je crois que personne ne le sait. Alors comment on filme une manifestation comme ça en direct, avec quand même une période qui suit toutes les manifestations des Gilets jaunes, où il y a des dispositifs policiers qui ont pu dégénérer. Enfin, comment ça s'est passé, cette séquence-là? Moi, j'adore ça, les manifestations, parce que là, d'un coup, c'est vraiment le chef opérateur qui est bousculé. Donc, là, pour le coup, il faut de l'épaule et on y va. Et puis, on sait que ça va pas être facile, qu'il va y avoir des fumigènes, qu'on va rater des plans, etc. Mais c'était une journée passionnante. Et puis, à la fin de cette manifestation, je dis à mon assistante, il faut absolument qu'on aille faire un plan de loin du cortège. Et là, on tombe sur donc, les pro-vie en train de prier devant la closerie des Lilas, en plus. La closerie des Lilas, tout à fait. Et là, on se dit, bon, il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Pourquoi ils sont sur le parcours de la manifestation. Sur le parcours. Et donc là, ça se passe très vite, il faut se positionner, il faut surtout dire à l'ingénieur du son, continue à prendre la prière, là. Comme ça, on la montra. Et c'est vrai que c'est formidable, parce que c'est des scènes, on ne peut pas les inventer, quoi. Vraiment, là, il faut être prêt. Et ça, c'est un vrai plaisir. Alors, en revoyant le film, là, quand même, il y a eu... c'est une autre séquence, c'est dans l'avant-dernière ville, je crois, où la personne qui est un peu plus âgée évoque un changement important, et il y a un orage pile au moment où elle termine sa phrase. On a l'impression que tout ça est prévu, évidemment. C'est la magie du réel, on n'y peut rien. C'est très important ce que dit Laurence Rossignol, qui est donc la vice-présidente du Sénat, qui laisse parfois sa permanence aux coloreuses pour préparer les collages. Et ce qu'elle dit est très important, parce qu'elle explique que en fait, oui, ces assassins qui tuent les femmes ont une envie terrible de le faire, et finalement, ils ne se cachent même pas. Et ils se rendent à la police après. Donc c'est vraiment des crimes à part, tout à fait. Ou pas, mais qu'effectivement, il faudrait presque une juridiction à part, parce que dans tous les cas, il y a un besoin irrépressible de tuer cette femme parce qu'elle lui appartient. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est... je trouve à comprendre et à analyser, et c'est assez
assez incroyable, parce qu'en fait, on arrive à replacer du coup ça dans un système de violence qui est plus général. Oui, ce qu'elle dit aussi très important, c'est qu'il y a d'un côté les braqueurs les de braqueurs, banque, les trafiquants de drogue, etc. Voilà. Et puis que finalement, les violences faites aux femmes, ou les féminicides, mais les viols, etc., c'est comme un sujet du domaine de la qu'on met à santé, part. elle dit. Ouais. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, juste... Oui, bonjour et merci pour ce film. Une question plutôt sur la forme plutôt que sur le fond. J'ai particulièrement apprécié l'œuvre comme un vrai film de cinéma. Donc particulièrement, il y a des cadrages qui sont très, très intéressants. C'est sur le format, sur le rapport, vous avez choisi le scope. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à choisir ce format qui, je trouve, va très bien, puisque ça vous permet de bien positionner les différentes personnes interviewées? Ça permet aussi de voir la perche venir. C'est pratique pour l'ingénieur du son. Non, je plaisante. Oui, on s'est très vite posé la question du scope et on pensait que voilà, il fallait faire un bel hommage à ce mouvement et le meilleur hommage, c'était de ramener une forme de cinéma là-dedans. C'était pas évident toujours pour justement filmer des portraits. Il faut savoir décadrer, mais le résultat est très agréable pour pouvoir montrer justement comme un collage. Voilà. Vous voyez, c'est toute la ville qu'on peut filmer et montrer les à côté, dans les petits appartements étudiants, dans les rues. Le scope était très intéressant pour donner un aspect plus cinématographique encore, une image encore plus assumément cinématographique de ce mouvement que l'on a tendance à photographier rapidement avec un iPhone quand on en voit un dans la rue. Et puis ça avait tout à fait un rapport avec le cinéma, comme vous le disiez, c'est-à-dire nous on a choisi le scope principalement parce qu'on voulait faire une image, on voulait dès le début faire un film de cinéma, une image de cinéma, et pour nous c'était extrêmement important de choisir ce format-là, je crois. C'était assez évident. Oui. Alors moi j'étais particulièrement sensible à la manière dont vous vous arrêtez sur les personnes rencontrées et comment vous passez de l'individuel au collectif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une attention à la personne, mais cette personne est aussitôt est inclue dans un collectif. Et bon, la manière dont vous les avez filmés, dont vous les avez restitués, me semble être emblématique de leur fonctionnement. C'est-à-dire cette sorte de transversalité et de cette fluidité du mouvement qui est celui aussi du collage et de la progression lettre par lettre de leur placard. Alors, est-ce que vous avez travaillé cette fluidité plus particulièrement, ou bien est-ce que finalement c'est quelque chose qui est inhérent à leur fonctionnement et que vous êtes contenté, je ne le crois pas, vous êtes contenté de le restituer, et très bien. Eh ben, un peu des deux, comme toujours, j'imagine. Mais un peu des deux, parce qu'effectivement, c'est inhérent à leur fonctionnement. Et nous, quand on a réfléchi à ce film, on voulait évidemment un film qui reflète aussi cette horizontalité, cette joie. Du coup, en fait, le fait d'être ensemble, ça apporte une joie militante qui est énorme et un partage de plein d'émotions, que ce soit la colère, l'humour, le rire, la tristesse. Et donc, je trouve que passer toujours de ces histoires individuelles, ou en tout cas d'une parole singulière qui est portée par une personne, à un récit collectif, c'était assez important pour refléter ces deux choses. C'est-à-dire que chaque personne est évidemment une personne à part entière qui milite, qui donne de son temps, et en même temps, c'est la force du collectif qui fait que, François le rappelait tout à l'heure, il y en a 200 aujourd'hui partout en France, et c'est la force de l'être ensemble qui a fait que ces messages se sont affichés partout sur les murs de plein de villes différentes, et à donner cette dimension à ce mouvement. Et donc nous, on voulait garder une trace de ça. Donc effectivement, on a travaillé beaucoup sur... déjà, on les filmait jamais seuls. L'idée, c'était toujours de les filmer à 2, à 3, quand il y a plusieurs personnes et qu'il y a un échange, parce que c'est ça qui nous paraissait le plus intéressant. Tout à fait.
Alors, un message que je viens de recevoir, pas de point de vue surplombant, c'est une idée qui met en valeur le message politique. Ces jeunes femmes sont incroyables de maturité, c'est un superbe travail. Donc ce n'est pas une question, mais un compliment. Merci. Moi j'ai une question. Oui. Si je trouve on vit dans une société de l'image. Les réseaux sociaux sont de plus en plus axés sur l'image. Voilà, il ne faut pas plus de 140 signes sur Twitter. Enfin, Instagram a pris le pas sur Facebook et tout ça. Moi, je trouve que qu'on adhère ou moins au discours des colleuses, ça dépendra des sensibilités. J'ai été extrêmement touché par leur volonté de remettre des mots dans la ville, dans les médias, enfin, sous les yeux des gens, et du coup du sens aussi, parce que les images, des fois, elles ont des sens multiples. Et je voulais savoir si elles avaient conscience de ce chemin-là, un peu à rebours des temps dans lesquels on vit. Et si c'est des choses, si vous avez parlé de ça avec elle, et si vous aussi vous aviez conscience de faire des images à partir de gens qui placardent des mots, enfin, vous voyez, est-ce que vous avez évoqué ça comme ça? Elle se pose énormément de questions. Ça, c'était. Il y a une douceur, en fait. Nous, pendant le tournage, on s'en rendait compte. On faisait toujours très attention, notamment. Quand elles allaient coller devant une école, elles se posaient la question de ce qu'il fallait coller là. On peut faire attention, parler. Est-ce que vous avez parlé de consentement avec vos enfants? Quand elles collaient même les noms des victimes de féminicide, elles se posaient la question de si elles pouvaient le faire. Et donc il y a une bienveillance et une réflexion. D'ailleurs, c'est ce qu'on voulait montrer dans le film, parce qu'avant de coller, il y a toute une préparation. Et cette préparation, ce que disent les PrEP, c'était l'endroit parfait, nous, pour justement montrer à quel point ce ne sont pas juste des féministes qui viennent vous embêter à mettre des images, des mots durs en bas de chez vous. Elles le font parce qu'elles savent que ça va marcher, parce qu'elles y ont réfléchi et parce que c'est important. Et ça, on avait envie de rendre hommage aussi à tout le travail préparatoire avant de placarder justement ces messages qui parfois peuvent heurter. Alors, j'ai un message et une question de Agathe des montreurs d'images. Premièrement, merci, c'est la première fois que je vois ma vie racontée au cinéma. Ensuite, comment ont accueilli les coloreuses votre venue, vous qui n'êtes pas, à ma connaissance, entre parenthèses, militant, qui êtes cis, CSP+. Merci. C'est pour moi la question là. C'est pour vous deux, un peu vous deux, un peu vous deux. C'est pour moi, et c'est une très bonne question. Merci déjà. Et alors moi, je collais avant à Paris. C'est comme ça que j'ai rencontré les coloreuses de Paris. Et après, c'est comme ça qu'on a eu plein de contacts dans plein de villes différentes. Et alors, effectivement, mais moi je trouve que c'est tout à fait normal, ce sont des groupes militants qui ont un fonctionnement, qui ont un vocabulaire, donc cisgenre... Enfin bon, j'espère que vous les avez tous compris en regardant ce film finalement. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais grosso modo, ce que je voulais dire, c'est que c'est sûr que nous, en arrivant, en étant CSP+, blanc, voilà. Donc on cumule très peu d'oppression, moi parce que je suis une femme principalement, mais à part ça, c'est tout, je dirais. Par rapport à plein de personnes qui sont racisées, qui sont effectivement de classe sociale défavorisée, etc. Et donc tout ça était mis dans la balance à chaque fois qu'on allait rencontrer dans les collectifs. On prenait le temps de discuter, de savoir ce qu'on voulait, où on voulait aller, quelles questions les coloreuses avaient envie de nous poser, et on y répondait et on y réfléchissait ensemble. Et en fait, le truc, c'est qu'on a fini par essayer de le construire ensemble, ce film. Donc voilà, je pense que c'était ça la réponse à peu près. Oui, et puis il y a une double question dans cette question qui est très importante, parce que nous aussi on s'est beaucoup posé cette question, c'est-à-dire on a voulu faire ce film à deux, alors que justement vous n'êtes pas sans savoir que les collectifs de collage sont en mixité choisie, c'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas des hommes cis, non, comme je suis par exemple. Mais on a voulu le faire à deux parce que on se disait... premièrement, l'idée de ce film, c'est justement de disparaître derrière la caméra pour moi. Donc c'était très intéressant de me dire, moi je n'interviens pas, je suis vraiment dans l'objectivité la plus totale, même si c'est pas vraiment possible. Je me mettais en recul. Et puis ensuite, on s'est dit, mais c'est important finalement qu'il y ait un homme à la caméra aussi d'une certaine façon, parce qu'on allait pouvoir dire dès le tournage, voilà, le film va être montré. Voilà. Si vous dites des choses ici, ça sera montré à plein de gens, on ne sait pas à qui. Et donc c'était comme une espèce de contrat de confiance de dire, bon bah voilà, au moins c'est honnête
Ici, on est déjà un pas dans le cinéma. Et donc ça, c'était très important. Et on n'est pas en train de voler des images, quoi. Voilà, et voilà. C'était important. Alors, il y a une question qui prolonge ce que vous êtes en train de dire. Comment gérez-vous les prises de pouvoir au sein de votre binôme? Et c'est pas fini, comment ce tournage l'a-t-il impacté? J'adore. On a l'habitude de ne pas répondre aux questions qui nous demandent qui fait la lessive chez nous, je vous avoue. Non, mais en fait, on a une belle distinction en termes de réalisation. Il y a vraiment la réalisation de la mise en scène et la réalisation technique. Mais on parle de prise de pouvoir, là. Ah oui, mais... Oui, mais la metteuse en scène a plus de pouvoir que le technicien. Voilà, la direction de la mise en scène est plus powerful dans un tournage que la technique. Donc du coup, voilà, c'était ça. De toute façon, c'était les protagonistes qui avaient en fait le pouvoir, le dernier mot. C'est ce que disait Simon, c'est-à-dire quand on était en train de coller, il fallait courir avec son matériel et on le faisait. Et on s'adaptait toujours d'abord à ça. Et donc, comme on s'adaptait à ça, forcément, moi, je gérais vraiment cette idée de mise en scène avec nos protagonistes documentaires. Et Simon, beaucoup plus la direction de la technique et de toute l'équipe. Donc, voilà comment on essaie de gérer les enjeux de pouvoir. Je ne sais pas si on arrivait toujours, mais on a essayé de faire ce tournage, en tout cas, avec énormément de bienveillance et de respect. Confirmé? Oui, je confirme. Je me demande ce que ça a changé maintenant dans les relations de pouvoir. En fait, on est peut-être mal placé pour en parler. Mais en tout cas, encore une fois, c'était passionnant de travailler ensemble et de se dire il faut déconstruire un nombre de choses, mais incalculables dans la vie, et c'est jamais vraiment terminé. Et on apprend encore tous les jours au contact. Par exemple, tout à l'heure, on était avec des scolaires et on apprend toujours justement comment le film peut faire évoluer les mentalités, qu'est-ce que les gens retiennent, etc. Donc, non, c'est une aventure qui fait que commencer en termes de déconstruction. Alors, une autre question ouverte. Merci pour ce film qui donne espoir. Merci à ces femmes. Un film à montrer dans les collèges, donc comme ça a été fait, ou les lycées, comme ça a été fait cet après-midi. Pensez-vous que les hommes soient prêts pour cette révolution? Il vaut mieux qu'ils voient le film d'abord. Ouais, non, clairement, pas tous, c'est sûr. Après, non, mais c'est compliqué parce que... On sait bien malheureusement que ce film ne va pas faire baisser le nombre de féminicides à la fin de l'année ni à la fin de l'année prochaine. Il y a un côté... moi je pense qu'il faut fournir des outils, il faut fournir des récits, il faut fournir des objets comme ce film pour pouvoir en parler, en débattre et faire en sorte que de plus en plus d'hommes se posent ces questions-là. De plus en plus d'hommes revoient leur façon de fonctionner, leur façon de penser le rapport avec leur conjointe, avec leur amie, avec... avec leur patronne, avec la présentatrice qu'ils voient tous les jours à la télé. Enfin, tout ça, c'est hyper important. Et Thaïs le dit à un moment donné dans le film, le féminisme, c'est dur. Et effectivement, c'est dur. Et il faut vraiment s'y mettre, faut que tout le monde s'y mette, hommes compris. Et nous, on rêve de salles remplies aussi par des hommes, parce qu'en fait, ce film, il s'adresse à tout le monde. Je pense qu'on est tous ultra concernés par cette question. Et que pour tout le monde, homme pour femme, aujourd'hui, qu'une femme meure tous les 48 heures sans les coups de son mari ou son ex-conjoint, c'est insupportable. Donc, Alors, ce qui est dit aussi dans le film, c'est qu'effectivement, en conclusion quasiment, c'est que les choses se font sur la durée, quoi. Voilà, et que tout le travail militant qu'elles donnent, le résultat, c'est pour leurs enfants, les filles ou les petites filles qui vont grandir dans les années à venir. Alors, il y a une question là-bas à Pessac cette fois-ci. Oui, bonsoir et merci beaucoup. Alors, pour l'image qui va du soleil à la nuit et comme vous l'avez dit, qui nous amène vers les choses plus noires et les colères. Et vous avez parlé tout à l'heure de vocabulaire et moi j'ai été frappée par le vocabulaire de ces jeunes femmes et le mot genre qui sort. À un moment donné, c'était la violence, c'est genre. Et cette contamination lexicale, à un moment donné, la jeune qui dit oh, mais je voulais pas qu'être trans soit si difficile, si ça pouvait être genre plus simple. Et ce mot genre, comme ça, je l'ai entendu plein de fois. Et juste un moment, celle qui est avec Laure Rossignol, elle change, elle dit pas genre, elle dit c'est juste. Et ces petites contaminations lexicales là, qui ont été bien gardées, je pense, dans le montage son, m'ont beaucoup séduite. Merci beaucoup. C'était
Nous, en fait, c'est vrai que leur vocabulaire, que ce soit le vocabulaire militant ou le vocabulaire des personnes de leur âge, et moi, je trouve assez riche, en tout cas toujours assez passionnant à entendre et à écouter. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal attaché à garder évidemment tout leur vocabulaire militant, mais aussi tout leur tic de langage, je crois. Oui, on comprend pas forcément tout. Hein. Parfois, les gens nous ont dit au début cisgenre, aimer tout le monde sauf les hommes cis. Et souvent, les gens se posent la question qu'est-ce que ça veut dire. Mais en fait, et nous, ça nous paraît évident, mais on s'est demandé comment on allait faire avec ça. Et finalement, je crois que il y a plein de films où on comprend pas tout parfois, mais on comprend l'esprit. On comprend pas quelle planète part sur Star Wars. Enfin, on sait pas très bien. Mais finalement, c'est l'esprit, c'est l'univers, et c'est ça que moi je trouve génial dans ce film, c'est que finalement on finit par s'attacher et on finit par l'entendre, et ça finit par rentrer. Alors, une question à Pessac et après une question d'une autre salle. J'ai vu que vous avez montré à un moment donné une voiture de police ou de gendarmerie qui passait. Il y a eu une discussion ou il n'y a eu rien eu, ou c'est le fait d'avoir vu des caméras qui fait qu'il reste... Alors pourquoi il ne s'arrête pas en fait? C'est Paris aussi. Ouais. Je sais pas, vas-y. Là, on est à Paris dans cette séquence en particulier, et effectivement à Paris qui a un groupe de coloreuses très très actif, a beaucoup de collages donc dans ces villes, et depuis quelques mois il nous semble que les policiers sont donc un peu plus tolérants, ou en tout cas ils s'arrêtent, ils regardent et ils s'en vont, voilà. Avant, ils mettaient des amendes, ils relevaient les identités, et là, peut-être... voilà, en tout cas, c'était assez rigolo à constater. Mais figurez-vous que je ne pense vraiment pas que ce soit à cause de la caméra que le mec... Enfin, que les policiers soient partis, pardon. Parce que il nous arrivait exactement la même chose en séance de collage. On s'en est rendu compte en regardant des pré-recherches pour le film, où Simon était venu juste avec une caméra pour filmer une séance de collage dans laquelle moi j'étais colleuse avec deux autres personnes, pardon. Et il se passe exactement la même séquence dans ces rushs 6 mois, enfin même beaucoup plus avant, je sais plus. Et c'était pas des rushs, c'était vraiment juste des idées de plans, etc. Mais donc c'est très drôle, et effectivement à Paris, voilà, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Alors, j'ai un coucou et merci de la part des 3 féministes de Castelnaudary, seules mais ravies dans cette salle vide. Merci. Bravo. Donc, on espère qu'à Castelnaudary, les spectateurs vont arriver plus nombreux les prochaines fois. Donc, Ingrid, 70 ans, Caroline, 58 ans et Mathilde, 36 ans. On les salue. Bravo. On les salue toutes les 3. Et donc, il y a une question pour savoir si les collereuses ont vu votre film. Oui. Alors, quand on est allé on leur a montré à Cannes, en fait, à 14 coloreuses du film, on montait les marches avec nous à Cannes, avec cette banderole, avec les noms des 130 femmes assassinées depuis le dernier festival de Cannes. Et donc oui, elles ont vu le film. Et après, pour toutes les personnes qui sont dans le film, mais qui ne l'ont pas encore vu, parce qu'il y a plus de 60 personnes dans le film à peu près, et ben là, on a toute une tournée d'avant-première un peu partout. Donc toutes celles et ceux qui ne l'ont pas vu vont le voir très bientôt. Et en tout cas, on est très en contact avec tout le monde. Et les réactions étaient... Ah ouais, mais c'est un moment particulier, ça, hein, quand on fait du documentaire. La séance à Cannes était super. Ouais. Oui, parce que on est toujours... Bon, les acteurs, ils sont payés et puis ils n'ont rien à dire, mais là, il y a toujours un moment important, et puis c'est très angoissant, et à la fois, c'est de les amener jusque-là, dans des salles aussi belles, c'est vraiment un honneur. Donc c'est toujours des moments très particuliers, c'est pour ça que nous, on adore faire ce métier. Alors, j'ai un message de Guillaume à Pontcharrat. Merci et bravo pour ce film galvanisant où l'énergie de cette jeunesse solidaire est parfaitement rendue sur l'écran. Après La Nuit du 12, qui a été un gros succès cet été, vous le savez, voici l'autre grand film sur les violences envers les femmes. D'après vous, est-ce une libération de la parole, ou bien plutôt qu'on écoute enfin davantage les femmes? D'autre part, pouvez-vous nous parler de cette scène cathartique où la jeune femme raconte pour la première fois pourquoi elle a fui l'homme qui la manipulait?
Ouais. Alors, je comprends. Déjà, pour la question de la libération de la parole, moi je pense que, et d'ailleurs c'est pointé tout de suite dans le message, je pense que c'est aussi une question d'écoute et puis surtout d'entendre en fait, parce que les femmes disent depuis des années, des décennies ce qui se passe et peu de personnes les écoutent et leur parole est souvent très mal présentée, véhiculée dans les médias. Donc je pense qu'il faut juste écouter, entendre. Et effectivement, alors cette scène à Brest avec cette jeune femme qui s'appelle Élise, qui était d'ailleurs à Cannes, qui a vu le film, elle était extrêmement importante pour nous parce qu'on vous disait tout à l'heure que pour nous c'était très important cette confiance qu'on déployait avec nos protagonistes. Et Élise, typiquement, c'est quelqu'un avec qui on a passé énormément de temps, on a passé des très bons moments, des très bons cafés, et il y avait toujours quelque chose qu'on sentait comme ça, qu'elle avait envie de nous dire et puis qu'elle n'osait pas nous dire et puis qu'elle n'avait pas envie qu'on lui pose la question, mais voilà. Et d'un coup là on filme cette séquence où elle préparait des collages pour le lendemain et en fait c'est son amie Nesrine qui lui pose la question et tout sort. Et alors là ce qui est hyper important c'est justement de capter cette parole le mieux possible, donc d'être très 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 en place. Et en même temps c'est un moment qu'on reçoit qui est extrêmement dur, on coupe la caméra à la fin et je me souviens c'était vraiment notre ingénieur du son était en pleurs, nous on avait tous les larmes aux yeux évidemment, Nesrine, et en fait il y a ce moment où Nesrine, donc la jeune femme qui lui a posé la question, commence à pleurer et où Élise se rend compte de ce qu'elle vient de dire d'une certaine façon. Il y avait le côté en fait ça y est je viens de le lâcher, je l'avais jamais dit à personne et donc elle baisse sa tête comme ça, elle se prend le front dans la main. Et on trouvait que c'était hyper révélateur aussi de la façon dont on peut recevoir la parole d'une victime, dont la façon dont les autorités, la plupart du temps, ne savent pas la recevoir et dont nous, on l'a vu comme une parole cathartique pour elle. Et d'ailleurs, le lendemain, elle ne vient pas coller pour cette raison, je pense, parce que cette parole traumatique qui sort, elle est un peu trop dure pour venir le lendemain. Oui, non, c'est ça, c'est-à-dire que on a eu parfois des retours où on nous dit mais pourquoi elle n'est pas venue le lendemain, c'est peut-être qu'elle a quelque chose à se reprocher. Enfin, vous voyez que déjà il y a des soucis, et en fait c'est exactement ça, elle n'a aucune émotion quand elle le dit, et souvent la police quand ils reçoivent des plaintes, ils notent n'a aucune émotion, parce qu'on est sur une parole traumatique, et donc c'est quand Nesrine pleure que là elle se rend compte, et donc ça devient trop dur pour elle de venir le lendemain, et c'est très important pour nous d'avoir laissé ce moment où elles vont coller pour elles y vont, elles. Parce que c'était trop dur. Et donc c'est là où tu voulais en venir sur recevoir la parole des victimes, c'est que parfois ça sort juste comme ça de façon assez robotique, mais pourtant c'est très traumatique, et nous là on a une immense responsabilité parce qu'on lui a fait sortir ça, et donc ça pourrait la ramener justement dans des moments difficiles de sa vie, et donc c'est important de le montrer, de le monter et puis de l'apporter pour que ça soit vraiment une trace laissée de cette parole. Alors, une question à Pessac. C'est simplement une remarque à propos de vocabulaire, de déconditionnement, de déconstruction et de déconditionnement. À moins que je ne me trompe, il m'a semblé qu'à un moment à Marseille, une des jeunes femmes disait « on s'en bat les couilles ». Oui, tout à fait, oui. Et je me suis dit qu'il y avait encore du boulot à faire. On n'a jamais fini de se déconstruire, vous savez, et puis... c'est une réappropriation, voilà. C'est une réappropriation. Alors, une autre question à Pessac ? Non ? Alors, je vais lire un dernier message. Ah si, il y a... Tout en haut, le deuxième rang partant du haut. Excusez-moi. Bien joué. Alors, il y a des zones plus ou moins bien éclairées dans la salle. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai vraiment beaucoup aimé votre film, mais j'ai besoin d'un petit éclaircissement sur le vocabulaire. Je ne sais pas du tout ce que c'est un homme cis ou un mec cis. Et voilà, la question que tout le monde se posait et qui finalement, mais qui arrive juste avant la fin. On l'a posée au début, cette question. Non, mais on n'a pas répondu. Non. En fait, le cis, ça vient du langage des montagnes. On dit donc cis alpin et transalpin.
Donc, en fait, le transalpin, c'est de l'autre côté de la montagne, et cisalpin, c'est du bon côté de la vallée, en fait, d'une certaine façon. Enfin, pas du bon côté, mais c'est du côté où on se trouve. Et donc, c'est là d'où ça vient. Et donc, cisgenre, c'est du côté du genre auquel qu'on nous a attribué, et transgenre, c'est de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair. Ah, mais ce truc de transalpin, ça m'a beaucoup aidé. C'est comme ça que Simon explique à ses copains, mais moi, j'explique pas exactement comme ça. Ça marche. Ouais, je sais pas. C'est clair. Voilà, c'est bon pour tout le monde. C'est la différence entre une personne cis et une personne trans, en fait. Vous voyez ? Voilà. C'est non trans. On peut le dire autrement. Non trans. Une autre question ici. Alors, j'ai trouvé votre documentaire très frais, d'une grande fraîcheur qui fait du bien. Et je me suis demandé, pendant que vous parliez, quelle suite alliez-vous donner à ce documentaire, puisque Raymond Despardons nous a habitués à voir plusieurs documentaires qui se suivent sur un thème. Donc en réfléchissant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent traiter ? J'ai deux idées à vous soumettre. Ah, très bien. Merci madame. On vous écoute. C'est-à-dire que vos colleuses, vos militantes colleuses, dont vraiment c'est très important ce qu'elles font, et j'ai toujours trouvé leur texte magnifique. Mais quand est-ce qu'elles passent à une autre forme d'action, j'allais dire ? Quand est-ce qu'elles font autre chose que de coller sur des murs ? Ça, c'est une première idée. La deuxième idée, j'ose vraiment pas vous le dire, mais je me force. Allez-y. Les grands absents de votre documentaire, ce sont quand même les hommes. Donc du coup, je me suis dit, quand est-ce qu'ils nous montrent la jeune génération de 20 ans des hommes face à ces femmes-là ? Qu'est-ce qu'ils pensent, eux ? Voilà. Merci. En toute modestie. On attend qu'ils voient le film d'abord. Non, mais sur la question de filmer uniquement des femmes, et pas que des femmes d'ailleurs, mais en tout cas des militantes, c'était important pour nous d'avoir un film, c'est rare d'ailleurs, où uniquement des femmes et des minorités de genre s'expriment. Et je crois qu'il y a un homme à Marseille qui dit c'est bien, voilà, qui acquiesce, mais sinon... Et donc ça, c'était hyper important pour nous et assez novateur de montrer un film uniquement de militants. Ou pour une fois, il n'y a pas un seul homme qui prend la parole. Ça arrive assez peu souvent et... je crois que c'est vraiment ça qu'on avait envie de faire aussi au début. Non. Et merci pour... oui, je voudrais prolonger la question de la personne précédente en vous demandant si vous envisagez de présenter ce film à une séance de formation de la police nationale, dans la mesure où finalement, on sait qu'à Mérignac, une femme qui a été assassinée, brûlée vive, a été reçue au commissariat par quelqu'un qui lui-même avait été condamné pour violence conjugale et que son témoignage a été malmené. Enfin, du moins, son témoignage n'a pas été pris à sa vraie valeur. Parce que finalement, les policiers qui reçoivent toutes ces demandes, toutes ces plaintes, toutes ces souffrances, sont-ils véritablement sensibles ou sensibilisés ou formés pour que cette génération de policiers qui va recevoir les gens maintenant change ? Merci. Écoutez, il n'y a pas de fatalité. Nous, on croit dans le fait que les forces de l'ordre peuvent accueillir mieux les plaintes. Là, en l'état, dans notre film, c'était un gendarme qui tue sa femme, qui a tué Manon. Qui a tué Claire, pardon. Et donc voilà, nous aussi, on est très sensibles à ça. Il y a énormément de témoignages sur l'accueil de la parole des victimes qui est terrible. Donc effectivement, vous avez bien raison, on essaye de contacter le cabinet d'Isabelle Rome et on essaie de montrer ce film aussi aux politiques parce qu'on croit que ça pourrait vraiment aider à en débattre. Mais encore une fois, sans accuser personne. Et je crois que c'est tout l'idée aussi de ce cinéma-là, où on les écoute et on prend le temps de se demander aussi pourquoi elles font ça, comment elles le font. Et je trouve que le film, moi en tout cas, je ne l'ai jamais voulu accusateur, et donc il pourrait très bien justement être montré dans les commissariats, peut-être. Alors, on termine par un message. Donc, alors merci à François Aimé, donc merci du remerciement. Pour son soutien, ce film est indispensable, écrit en capitale.
Amitié et vive le cinéma, et c'est signé Claudine Nougaret et Raymond Depardon, qui nous regardent en ce moment. Merci à eux. Et on les salue. On vous salue, merci, merci. Merci beaucoup. Voilà, bonne chance à votre film, merci beaucoup. Le 9 novembre dans les salles. Et puis juste après, il y aura le Festival du film d'histoire dont le thème est masculin-féminin. Merci de votre accueil, merci François. Beaucoup. Merci à toutes. Merci à tous. Merci. Et à bientôt pour les autres salles.